Bonjour a tous e bem-vindos ao nosso Lingo Talk, mais um Lingo Talk, e dessa vez com uma pessoa que não dá muitas entrevistas, então é uma honra receber aqui o Ibrahim Tarouit, conhecido como Ibra na França. É um grande prazer receber vocês mais uma vez na nossa sala para esses encontros com speakers internacionais. São oportunidades para vocês se conectarem com o mundo, já que o mundo está tão fechado. O Ibra conseguiu ingressar no círculo fechado das maiores agências de modelo e de casting no prestigioso setor da moda e da beleza na França. E ele vem de longe, então vai ser interessante ele contar a história dele. Hoje ele trabalha como Creative Manager e Casting Director e promove talentos e inclusão, um tema muito presente, ainda mais esse mês do orgulho, no mundo inteiro. A gente está super animado para receber o Ibra e vamos deixar ele em breve se apresentar, mas primeiro vou explicar um pouquinho para quem não conhece quem nós somos e o que nós fazemos. Então, aqui, Lingopass. Eu sou fundadora e diretora-geral do Lingopass. É uma escola de idiomas online, uma escola de capacitação multicanal que foca no idioma, mas não somente no idioma, também no desenvolvimento pessoal e profissional dos seus alunos. Nós temos aulas e escolas de inglês, de espanhol, de francês, de português para estrangeiros, que são as línguas mais demandadas pelo mercado de trabalho no Brasil. E nós temos um programa, além da formação com foco em empresa, nós temos um programa social que se chama Empowering Talents, e embarcamos no mês passado 50 alunos que vêm de favelas no Brasil de 18 a 29 anos. Trabalhamos em parceria com grandes líderes empresariais reunidos nesse grupo que se chama Conselhos e com 21 ONGs. Algumas são bem pequenas, outras são bem conhecidas e no mês que vem vamos ter o prazer de receber mais 100 alunos e nós não queremos parar aqui, queremos que 10 mil alunos esse ano e até 1 milhão de jovens até 2025 possam aproveitar uma formação em idiomas que vai abrir portas para esses jovens. Essa jornada de aprendizagem que a gente propõe para todos os nossos alunos, de onde eles vierem, ela acontece por vários canais. Tem aulas ao vivo de conversação com tutores nativos, temos uma plataforma e-learning também acessível através do celular, tem o chat no Telegram e tem esses encontros que nós chamamos de Lingo Talks, que são encontros com personalidades, experts internacionais que vêm de várias partes do mundo e que têm algo relevante para compartilhar com vocês, além de serem contatos que vocês depois podem se conectar. Algumas regras da casa, se vocês não entenderem alguma coisa, querem que a gente repete, por favor, levanta a mão. Também, se tiver perguntas ou comentários, podem postar no Dory. Lilian, por favor, pode colocar o link no Dory. É um sistema Sim, sem problema. muito legal para vocês poderem fazer suas perguntas e no término desse bate-papo a gente responde as perguntas. Hoje nós vamos falar em francês, mas vocês podem participar em qualquer idioma, tá? Por que em francês? Para vocês acostumarem o ouvido e para quem já domina um pouco o idioma também para poder praticar. Nós vamos gravar, já está sendo gravado inclusive, então quem não quiser aparecer, por favor, tira o micro, tira o vídeo. Agora é a hora. Vamos para o portrait chinois com você, Eloi, et com você, Ibra. Bienvenue, Ibra. Je suis très heureuse de te recevoir chez nous. Et maintenant, c'est l'heure des questions. Merci beaucoup. Ibra, bonjour et enchanté. Bonjour. Je vais d'abord me présenter rapidement et puis te passer le micro virtuel. Je m'appelle Éloi, j'ai 29 ans, je travaille chez Google en Irlande et je suis Program Manager pour les Lingo Talks au sein de Lingopass, ce qui nous amène ici tous les deux. Donc. On va s'efforcer pendant cet entretien de parler en un français intelligible, plutôt lent et plutôt accessible à tout le monde, d'accord? On sait que ça peut être parfois un peu intimidant pour les gens dont le français n'est pas la langue maternelle de se confronter à ce genre de conversation. Je compte sur toi pour jouer le jeu. Et j'aimerais ouvrir cet entretien en te demandant, Ibra,
si tu étais un morceau de musique ou un album, lequel ce serait et pourquoi? Alors, bonjour à tous. C'est très drôle parce que je crois que c'est Lilian qui m'a posé la question et naturellement, la chanson qui m'est venue à l'esprit, c'est une chanson qui s'appelle Jeune et con de Saez, qui est une vieille chanson qui date, je crois, de 2000. Et déjà, j'avais adoré cette chanson. Et pourquoi cette chanson Parce qu'elle dit beaucoup de choses sur les mots d'une génération, le malaise d'une génération dans les années 2000, qui se retrouve encore aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais 12 ans, je crois. Et en fait, je sais pas, cette chanson, elle a toujours fait partie de ma vie. Peut-être parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un peu plus de 30 ans et que je peux plus trop être jeune et con. Euh, mais en tout cas, c'est une chanson, si vous ne connaissez pas la chanson, je pense qu'elle est très intéressante et elle est toujours d'actualité. Mais peut-être parce que je suis en train de passer d'une catégorie à une autre. Donc voilà, c'est cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, naturellement. Intéressant. Alors, j'ai Connais-tu été la jeune chanson? con, mais t'estimes ne plus l'être, Non, peut-être que tu peux plus te Je permettre. pense que j'ai toujours envie de l'être et la chanson dit puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous. Mais fou. Donc en fait, c'est vraiment deux générations qui se rencontrent. Et peut-être parce que j'ai le début de la trentaine et que je suis justement entre deux générations où je dois faire avec les codes d'une et les codes de l'autre. Mais en tout cas, cette chanson m'avait marqué à l'époque et, et plus je grandis et plus j'en comprends le sens. Excellent. Je vais pas beaucoup Euh, chanter, hein, je suis pas chanteur. Donc, Dommage, on avait prévu un numéro de karaoké, mais c'est pas grave, on va faire sans. Euh, Ibra, je sais que tu as un parcours extraordinairement riche, en particulier pour quelqu'un de ton âge, enfin de notre âge, avec des expériences très diverses. Mais je vais te demander, si possible, de nous en donner un condensé. Disons, si on avait 5 minutes, quel point il faudrait que l'on sache à ton propos? Alors, si vous avez 5 minutes, déjà, je m'appelle Ibrahim Assou Tarouit. Qu'est-ce que vous devez savoir? J'ai bientôt 33 ans, j'ai encore 32 ans. Je suis français, mes parents sont marocains. Euh, je, ils sont musulmans aussi. Je ne suis pas musulman. Je pense que ça, c'est très important à dire. Mes parents sont musulmans. Je ne suis pas musulman. Je suis noir, ça vous le voyez. Je suis marocain, donc avec une culture arabe. Voilà. Que dire de plus? Aujourd'hui, professionnellement, je travaille dans l'industrie de la mode, mais également ça se croise avec l'industrie de la musique, des choses un peu plus culturelles. Je suis directeur de casting, donc euh, je m'occupe non seulement d'organiser, mais j'ai une expertise dans des domaines comme la mode et la beauté et la publicité. Euh, voilà, où je réussis, réussir à se faire un nom, on va dire. En tout cas, j'ai une société là-dedans, mais également, je travaille avec pas mal d'artistes que je représente. Et donc des chanteurs, des danseurs. Je m'occupe de ce qu'on appelle de l'image management. C'est-à-dire que je ne suis pas leur manager. Par exemple, un chanteur, je ne vais pas être son manager sur tous les aspects music business, sur la musique. Mais je vais être là sur des éléments de communication. Donc, je vais plutôt être le manager par rapport aux relations avec les marques, par rapport à des questions de direction. Vous me dites si je parle trop vite, pardon. Voilà. Voilà.
Pour l'instant, tout va bien de mon côté. Ok. Je laisse aux non-francophones dans cette réunion nous faire signe si ça va trop vite. N'hésitez pas d'ailleurs Ok. à simplement nous poster un message ou lever la main si vous avez besoin qu'on répète quelque chose, d'accord? Et merci. Et donc je travaille avec plein d'artistes assez brillants. Et je pense que le dénominateur commun sur ces deux activités, c'est le fait que je mette en avant des personnes et des personnalités qui n'étaient pas forcément mises en avant dans les médias ou dans ces domaines artistiques. C'est-à-dire que naturellement, j'ai mis en avant, mais je ne suis pas le premier, il y a d'autres gens avant moi, personnes racisées. Racisées, ça veut dire, c'est le terme qu'on emploie en français, donc pour les Noirs, les Arabes, toutes les personnes non blanches. Voilà. Et donc, ce soit à la fois dans mes castings, mais également dans les personnes que je représente. Après, comme je vous ai expliqué auparavant, c'est également mes identités. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement, organiquement. Et je l'ai fait à une époque où j'ai pris conscience aussi qu'il y avait un manque de représentation dans les médias français, évidemment dans les médias internationaux et mondiaux, mais en tout cas plus spécifiquement dans mon pays qui était la France. Donc il n'y avait pas, moi qui avait, je ne sais pas, à l'époque 25 ans, qui travaillait en plus pour une agence de mannequins et je m'occupais des talents, donc énormément de personnalités et de les mettre en avant. Et je me suis demandé pourquoi je n'étais pas en avant des personnes qui étaient comme moi. Et pourquoi c'était pas, pourquoi cela n'était pas fait, non seulement dans l'agence où je travaillais, mais également dans d'autres agences. Donc ça, voilà, sur le côté professionnel, ce que je peux dire en très très peu de temps. Et autre chose par rapport à moi, c'est également que j'ai peut-être beaucoup voyagé dans ma vie et que j'ai un parcours qui a été assez enrichissant parce que j'ai vécu dans plusieurs villes de France, mais également j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Argentine, j'ai vécu également en Angleterre, et je pense que c'est des expériences qui ont forgé mon identité, la personne que je suis aujourd'hui, et qui sont des expériences qui m'ont donné énormément de bases sur la vie, sur les gens. Donc voilà. Si je devais je devais résumer, je crois que c'est ça. Super. On voit que c'est déjà beaucoup d'expérience. Merci d'avoir fait l'effort de nous la condenser. On va essayer de développer un peu certains de ces points. Il y a un premier point qui nous a interpellés, nous, quand on s'est intéressé à qui tu étais. C'est un entretien que tu as donné au Monde il y a quelques années, dans lequel tu disais de façon assez provocatrice. Cette année. C'était cette année. C'était cette année. Ça a été publié il y a 3-4 mois. D'accord. Parce que l'âge me semblait pas collé. Ou alors Non, peut-être ils ont pas mis mon âge. Ils ont mis trentenaire. Ça m'a beaucoup vexé. Hein. J'avais 32 ans. J'avais voulu qu'ils mettent jeune trentenaire. Mais bon, c'est le seul bémol de l'article. La citation en particulier qui nous interpellait, c'était « Je suis noir, arabe, PD, je vis en France et je n'ai aucun visage auquel m'identifier dans les médias. » Est-ce que tu penses que ce manque de représentation est particulier à la France? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans d'autres sociétés? Et est-ce que tu penses que les entreprises, je pense par exemple à Lingopass, mais aussi aux entreprises en fait dans lesquelles on travaille tous, ont un rôle à jouer pour combattre ce manque de représentativité? Bien sûr. Alors déjà, je commencerai par... oui, je suis noir arabe. Oui, noir arabe PD, j'aime beaucoup l'expression parce que c'est vrai, parce que ça choque, parce que parfois peut-être que
le mot PD choque un peu, parce qu'on est un peu bien pensant, mais c'est vrai que quand on rajoute un mot comme celui-là dans une expression, c'est vrai que ça interpelle les gens. On dit je suis noir, arabe et gay, je suis noir, arabe et PD, tout de suite les gens se disent ah. Mais c'est fait pour. Et je dis un truc, et c'est pour ça que je vais le répéter, parce que je pense que c'est très important. Je n'ai pas dit je suis noir, arabe, musulman et PD. Je n'ai jamais mis le mot musulman. Et je tiens à le répéter, mes parents sont musulmans, je ne suis pas musulman. On peut être noir, on peut être arabe, chrétien, on peut être arabe et juif, on peut être arabe et musulman. Donc ça, je pense qu'il faut le répéter à chaque fois, parce que les gens, ils ont du mal à le comprendre. Donc voilà. Donc au manque de représentation, moi je parle de contexte. Je parlais au journal, moi en tant que Français, j'aurais d'ailleurs dû dire, et je pense que c'était important, dire je suis Français, noir, arabe et PD, mais pour moi, Français, c'est tellement ma personne que je ne le dis pas, je le disais pas dans cet entretien, parce qu'il m'interviewait en tant que une personne française, d'origine, avec des origines étrangères, et dans un journal français. Donc, je parlais vraiment du contexte, du contexte français quand je disais ça. Donc, le manque de représentation, là, en tout cas, je parlais pour la France peut-être, où on a une histoire de l'immigration et une histoire de la colonisation qui est quand même très forte. On a énormément de discussions autour de cette histoire en ce moment, avec des contextes non seulement, depuis quelques années, il y a Black Lives Matter par rapport au mouvement justement qui a été initié aux États-Unis, mais qui se retrouve également partout dans le monde et qui se retrouve également en France. Et je pense qu'en France, sauf si, après, on ne peut pas faire de statistiques ethniques en France, c'est interdit. Mais en tout cas, excusez-moi le bruit, je ne sais pas si c'est mes emails, je ne sais pas si vous entendez, mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que en tout cas, en France, il y a pas mal de conversations. Il y a eu pas mal de conversations à ce niveau-là. C'est peut-être aussi pour ça que Aime le Monde avait envie de montrer un visage comme le mien pour une fois. Mais le manque de représentation, oui, il existe parce qu'il n'y en avait pas. Je me suis un peu perdu dans mon explication, excusez-moi les étrangers. Mais il n'y en avait pas à la télé, il n'y en avait pas dans les médias. Moi, j'en avais encore plus conscience parce que j'avais accès non seulement via l'école, mais via également des réseaux, on va dire, de copains, de choses où eux avaient... moi, à l'école en France, en tout cas, moi, j'ai toujours grandi avec tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Parce que peut-être que j'étais dans des classes et j'ai eu de la chance d'être dans des classes où on nous apprenait ça. Mais pourquoi on m'apprenait ça? Parce que je n'étais pas dans des classes, moi qui venais d'un milieu modeste, de parents marocains, je ne me suis pas retrouvé dans peut-être en banlieue ou dans des classes qu'on appelle des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. J'étais au milieu de gens qui ne venaient pas de mon statut social, de ma classe sociale, et ça fait que à ces gens-là, on leur dit vous pouvez tout faire. Mais quand on se retrouve qu'avec des gens comme moi en France, on leur dit non, vous allez vous arrêter en troisième et vous allez devenir, je ne sais pas moi, femme de ménage. Il n'y a rien de mal contre les femmes de ménage, ma mère était femme de ménage. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne nous donne pas la possibilité de rêver. Alors que je pense que c'est ça la grande différence, c'est que moi, avec la vie que j'ai, moi, on m'a dit la même chose qu'à mes camarades blancs, en fait. Donc, quand je suis arrivé un peu plus à l'âge adulte, j'avais toujours cet idéal, mais je n'avais pas conscience du monde dans lequel j'étais. Donc, après, quand j'étais face à des réalités plus de travail, etc., je me suis rendu compte, mais en fait, non, il y a vraiment dans le paysage un manque de représentation, etc., etc. Je dis pourquoi? Alors que moi, on me dit que je pouvais tout faire. Et pourquoi là, après, je ne sais pas si je peux en soi y répondre. C'est plus une question historique, en fait. C'est plus une question historique. C'est plus une question de la France avec
avec ces populations et la façon dont je pense qu'il les traite, il les considère, il les intègre, il les assimile. Je pense que c'est plus ces questions-là, le manque de représentation. Et aujourd'hui, je pense que nous, en tant que personnes racisées, en tant que fils d'immigrés, on est tout simplement en train de prendre de l'espace naturellement dans les milieux médiatiques, dans certaines choses, parce qu'en fait, tout simplement, on est de deuxième, troisième génération et qu'il y a un gros fossé entre la génération de nos parents à qui, quand c'est par exemple du racisme ordinaire ou des choses comme ça, ben en fait, ils étaient dans une position où il fallait se taire. Il ne fallait pas faire de vagues. Il fallait se taire et il fallait être intégré. Donc, il ne fallait rien dire. Mais, parce qu'eux, ils n'ont peut-être pas fait l'école ici. Mais leurs enfants qui ont fait l'école ici comme moi, ben, on a été éduqués avec les mêmes préceptes républicains que donc avec aussi la possibilité de faire tout ce qu'on voulait. Donc après, il y a des gens qui ont, peut-être, moi j'ai de la chance, je pense que le facteur chance est quelque chose de très important. Donc moi j'ai peut-être eu de la chance et je me suis retrouvé à me dire je vais faire ce que je veux et j'ai la possibilité de faire ce que je veux. Et il y a des gens qui ont été éduqués avec ce concept-là, mais à qui on a mis pas mal un plafond de verre, excusez-moi. Et donc on leur a dit vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes élevé avec cette chose-là jusqu'à alors peut-être 16 ans, et après ils se rendent compte qu'en fait c'est pas une réalité. C'est pas une réalité pourquoi? Par rapport à quoi ils ressemblent, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur genre, par rapport... Voilà, après il y a plein de concepts différents, et surtout par rapport à la question que tu posais, excuse-moi, il y a une question de... Je pense que c'est une question intersectionnelle, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, vous avez une personne en face de vous, je suis un homme, je suis noir, je suis d'origine arabe, je suis français, avec peut-être les privilèges que donne le fait d'être un Français, les privilèges que donne le fait d'être un homme. Donc moi, je suis sur cette intersection-là. Ensuite, moi, je vous dirais pas la même chose si évidemment j'étais noire, française, lesbienne en France. J'aurais pas le même vécu. Donc moi, je vous donne vraiment mon vécu et faut me rediriger. Hein. Parfois, je vais là, parfois non, pas de souci. voilà. Et par rapport, je pense, la deuxième partie, j'espère avoir un peu répondu à la première partie de la question, même en m'éloignant pas mal, mais j'espère que ça va. Et la deuxième partie de la question, c'était plus par rapport aux entreprises, je crois, et par rapport aux écoles. Ben, en fait, ce qu'on comprend de ta réponse jusque-là, Ibra, c'est que on voit que l'école et l'éducation avaient un rôle très important et ont été ce qu'en termes un peu sociologiques, on pourrait appeler un vecteur d'intégration, je pense, pour toi en tout cas. Tu as dit aussi que la chance a joué un rôle, etc. Je trouve ça intéressant. Et en fait, c'est une excellente nouvelle pour nous parce que c'est quand même ce qu'on fait à Lingopass, quoi. C'est qu'on propose de l'éducation, quoi. Donc on est ravis. Plus que vecteur d'intégration, je dirais vecteur de projection. Oui. Ça lui a permis de se projeter. Après, il découvre que la réalité, elle est un peu plus complexe. Et là, ça va être intéressant de savoir les batailles. Oui, exactement. C'est ça. Et alors, la question, c'est ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une entreprise? Est-ce qu'on a encore cette capacité à se projeter ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment où on se retrouve avec ce plafond de verre? Comment ça s'est passé dans ton cas? Alors, moi, dans mon cas, je vais parler d'un milieu, qui est celui de la mode, parce que c'est celui où j'étais. Donc déjà, je partais avec des idéaux où la mode est un milieu très ouvert, très voilà, très ouvert où on peut faire plein de choses. C'est peut-être ce qui m'a attiré également dans ce milieu. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme conservatisme dans ce milieu-là, en tout cas français et parisien. Moi, j'ai eu la chance, mais ça, je l'ai découvert plus tard. J'ai eu la chance d'avoir été dans
dans des structures qui étaient assez hybrides en arrivant à Paris. Je suis arrivé pour faire un stage et pour faire un stage. Excusez-moi, est-ce que vous entendez le bruit de mes mails ou pas à chaque fois? Pas du tout. Ok, donc tout va bien. Tout va bien. Et si vous voulez, je me suis retrouvé dans un bureau qui était assez hybride, où mon premier patron s'appelait Brice Compagnon, et qui était un champion du casting. Et lui faisait un travail, il avait travaillé énormément sur les campagnes Benetton, cette marque Benetton pendant 12 ans, donc était quand même dans les castings. Je pense qu'on a tous un peu les campagnes Benetton en tête. C'était quelque chose de très inclusif qui mettait en avant énormément de corps différents, énormément de personnes différentes, de sexes différents. Vraiment, il y avait tout ce travail-là. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir cette personne-là comme premier patron dans cette industrie. Et au début, je pensais que c'était un peu normal. Après, je me suis vite rendu compte que lui-même était un ovni dans notre industrie. Donc voilà. Donc ça, il y a ce côté-là. Je me suis rendu compte également qu'on était dans un petit bureau, que c'était quelque chose de très familial et que ce n'était pas forcément ça partout. Dans mon deuxième travail, donc là, c'était en agence de mannequin. Là, je m'occupais justement de talent de CVT pendant 2 ans. J'ai eu la chance aussi d'avoir une expérience un peu hybride dans mon industrie parce que j'avais un patron. Donc déjà, mon patron au sein du casting office, donc la première entreprise où j'étais, était un homme gay, blanc, français, voilà, mais qui mettait en avant énormément de corps, de personnes issues de la diversité de partout dans le monde. Et il avait aussi un projet, un magazine qui s'appelait le WAD. Et c'était un magazine très hybride à l'époque. C'était un peu ce que les gens font aujourd'hui, mais donc il avait ce côté-là. Et ma deuxième expérience professionnelle, j'ai eu un boss aussi qui est très exceptionnel dans le milieu de la mode, qui était une personne issue d'immigration tout comme moi, d'immigration nord-africaine, puisque ses parents étaient tunisiens, il était français, voilà. Donc lui était déjà une exception, on va dire, dans ce milieu. Il était là depuis 20 ans, c'était déjà une exception. Donc c'est vrai on va dire que lui, il avait gravi les échelons et s'était retrouvé président Europe, des plus grosses agences de mannequins au monde. Donc c'est vrai que c'était aussi l'exemple que j'avais, mais j'avais conscience que c'était des exceptions. Donc moi, c'est pour ça que je parle de chance, parce que je ne me suis pas retrouvé peut-être dans d'autres structures, mais je me suis retrouvé dans ces structures-là, avec des personnes qui étaient peut-être beaucoup plus ouvertes que leurs collègues de cette même industrie. Voilà. Peut-être qu'il y a 2 aspects de la question auxquels je n'ai pas répondu, mais... Alors, si on essaie simplement de faire une synthèse de ce que tu nous as dit, et merci en fait, même si tu ne réponds pas à la question directement, je pense que c'est encore plus intéressant en voyant ton expérience. Est-ce qu'on peut dire que en fait, qu'il y a des entreprises effectivement où cette capacité de projection existe encore, mais que selon toi, en tout cas dans le milieu de la mode, c'est une minorité de cas, c'est-à-dire que ça reste un milieu plutôt blanc, plutôt dominé par la majorité, plutôt hétéro, plutôt conservateur, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut comprendre, oui, c'est encore le cas à certains niveaux. C'est-à-dire que si vous prenez, on va prendre un truc très simple, on va prendre un exemple, vous prenez n'importe quelle entreprise, une maison de mode ou un gros groupe, ou un groupe je sais pas, un groupe de luxe, même un groupe de beauté comme L'Oréal ou un groupe comme LVMH, évidemment qu'il y a des hommes, des femmes. Je parle même pas de personnes racisées, hein. Je parle juste des hommes et des femmes.
Et ce qui est intéressant, c'est juste de se poser la question, à quel poste sont les hommes, à quel poste sont les femmes? À partir de ce postulat-là, quand vous prenez un groupe, bon, je prends un groupe comme L'Oréal, avec qui je travaille, pas de souci de le dire, mais je vous donne juste une réalité. C'est-à-dire on est dans un groupe où la plupart de leurs produits sont à destination des femmes. Enfin, c'est quand même un des trucs les plus connus, la beauté, etc. Mais les gens qui prennent les décisions, ça reste que des hommes hétéros. Donc, mais dans la plupart des groupes, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend la mode, il y a énormément de designers. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, je dis juste qu'il faut juste analyser ces choses-là. C'est-à-dire que beaucoup de designers sont des hommes gays, plutôt blancs. Donc, je sais pas, c'est vrai. Mais leurs patrons, c'est des hommes hétéros blancs. Et les consommatrices sont des femmes. C'est juste pour se poser la question de qui fait le produit, qui est vraiment derrière et qui l'achète. Donc, par qui c'est pensé, par qui c'est pensé, à destination de qui c'est. Donc là, je parle vraiment juste de sexe, hein, je parle juste de genre, de sexe. Après, pour les questions, on va dire un peu plus, justement, on va dire raciales, c'est un peu compliqué l'intégration, je pense qu'elle est en train de se faire. Elle se fait d'ailleurs via des métiers, c'est pour ça que je parlais des designers qui sont souvent des hommes gays, sur des métiers créatifs. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup plus de personnes racisées sur des postes un peu plus créatifs, parce qu'on les autorise à être créatifs, on va dire ça comme ça, et que c'est beaucoup plus compliqué de trouver ces personnes-là dans des métiers, on va dire, plus costume cravate, plus derrière un bureau. Il y a beaucoup de raisons pour cela, parce que évidemment la plupart ont eu accès à certaines écoles, donc déjà il faut avoir accès à ces écoles-là, qui demandent non seulement de l'argent, tu fais ton réseau. C'est tout un système, c'est pas seulement les entreprises qu'il faut penser, c'est ce que vous faites vous également, c'est l'école en réalité. Donc quand on parle de l'accès aux entreprises, enfin, n'importe quelle personne qui va dans n'importe quelle grosse entreprise en France, déjà, je ne sais pas si on veut rentrer chez Canal+, ou chez je ne sais pas qui, ils veulent que des gens qui ont fait ESSEC, Sciences Po, nanana. Donc ça, déjà, ça veut dire, est-ce qu'on a déjà accès à ces écoles-là? Est-ce qu'on a accès à ces écoles-là? Et ces gens-là, dans ces écoles-là, moi aussi, j'ai été à l'école, mais j'ai aussi fait mon réseau, enfin, je l'ai fait plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes ces écoles-là, les gens, ils font quoi? Ils font leur réseau, qui va leur servir pour plus tard. Donc, si on n'a déjà pas accès, bah, ça va être compliqué d'avoir accès au poste. Donc voilà. Je pense que c'est plus là le fond du problème, en tout cas pour répondre à ta question. Voilà. N'hésite pas à me couper, hein, je parle beaucoup. Il n'y a pas de souci. C'est un problème qu'on voit beaucoup en France et je pense aussi au Brésil. Et je parle en connaissance de cause et en moi-même étudié dans une école de commerce en France. C'est vrai que l'immense majorité des étudiants de ces écoles sont blancs, que c'est un milieu plutôt hétéronormé, et on retrouve beaucoup des biais que tu viens d'écrire, effectivement. Et qui, en fait, remontent même à l'enseignement supérieur, etc. Enfin, c'est quelque chose qui vient de plus loin. Il y a quelque chose d'intéressant dans la distinction que tu viens d'opérer, Ibra, c'est que tu dis que euh, les gens issus de minorités ont souvent plus de liberté pour se développer, grandir professionnellement dans des milieux créatifs. Mais pourtant, toi, en l'occurrence, tu as un rôle aujourd'hui qui n'est pas uniquement créatif. Il y a évidemment une dimension créative dans ce que tu fais, mais tu es aussi chef d'entreprise, donc il y a une partie administrative, je suppose, de gestion, et qui plus est dans un milieu, comme on l'a dit, un peu fermé, parfois conservateur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le domaine de la mode ou de la création en ce moment? Ben, c'est un milieu... ben,
C'est-à-dire qu'il y a, il y a plein de métiers différents. Déjà, il faut faire dans le milieu de la mode et de la création, parce que voilà, on peut travailler dans la mode et c'est une énorme industrie. Donc est-ce que c'est pour être designer? Est-ce que c'est pour être à la com? C'est vrai que c'est pas la même chose, donc je donnerai pas trop les mêmes conseils. Mais en tout cas, par rapport à cette industrie, ce que je peux dire, quelque chose de plus global, parce que les postes sont évidemment différents. Quand on parle de l'industrie de la mode, si on sait, une grosse entreprise, on parle de, par exemple, Chanel, il y a 40 000 employés, il y en a très peu qui font de la création, mais tous travaillent dans cette industrie. Donc, en fait, déjà, c'est de distinguer ce qu'on voudrait faire, est-ce que c'est vraiment une industrie qu'on voudrait faire, enfin, dans laquelle on voudrait travailler. Mais sur le côté un peu plus création, déjà, il faut il y a une question de talent qui est indéniable. C'est pas une question forcément d'être à l'école ou de voilà. Donc il y a une question de. C'est très bizarre ce que je vais dire et on est souvent. Il faut s'auto-juger, il faut s'auto-évaluer, il faut auto-évaluer son talent pour savoir si ça vaut le coup de continuer dans cette direction-là ou pas. Donc voilà, il faut être assez persuadé par ce qu'on fait. Parce que ça ne sert à rien de se faire du forcing pendant 10 ans pour perdre de l'énergie, pour perdre du temps, alors qu'en fait, on pourrait faire autre chose et être plus heureux. Ce n'est pas un métier... c'est une industrie qui est à la fois sympa, mais qui est à la fois ingrate. Donc, il faut en avoir conscience. C'est une industrie où il faut également... c'est une industrie où le pro et le perso se mélangent énormément. Donc, il faut à la fois évaluer... toute sa partie, comment on veut vivre ce mélange, parce que dans la plupart des métiers, j'ai beaucoup de copains, quand ils terminent à 18h, ils ne parlent plus avec leurs collègues de bureau, en tout cas. Nous, c'est très, très mélangé, donc c'est quelque chose à avoir en tête. Les conseils que je pourrais donner, vous allez être obligé, en tout cas, de vous débrouiller pour passer par des villes comme Paris, comme New York, et de passer du temps dans ces villes-là, parce que ça reste quand même des capitales. Je ne vous conseille pas c'est pour vous installer, mais ça reste quand même les gros hubs, ça reste quand même les grosses capitales de cette industrie, Londres, Tokyo, etc., où voilà, je pense que c'est toujours bien d'aller voir comment ça se passe, de comprendre. Et je ne sais pas, là, je m'adresse à des étudiants qui sont au Brésil. Après, si vous voulez faire quelque chose au Brésil, évidemment, mais je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir ces gros centres, en tout cas d'avoir une expérience dans ces centres-là, parce que voilà. Et de tout à l'heure, je vous parlais, on le disait par rapport aux grandes écoles et dans l'industrie de la mode, c'est son réseau. Donc il faut nourrir son réseau, il faut l'entretenir. On a la chance, quand on est à Paris, d'être dans une bizarrement grande ville, mais à la fois petite ville, et en tout cas pour cette industrie-là, toutes les choses se passent un peu au même endroit. On a de la chance d'également croiser les mêmes personnes assez souvent. Et voilà, quel conseil je peux dire? Bah oui, moi mes deux principaux conseils, c'est mes trois conseils plutôt, c'est un moment de vivre, que ce soit un an, et de construire justement un réseau dans un de ces centres mondiaux, pardon, de cette industrie. Donc il y en a que quelques-uns au monde, mais c'est
c'est d'y aller assez vite quand même pour voilà. C'est là-bas aussi que vous allez pouvoir construire un réseau, rencontrer des gens, voilà. Et également, j'allais dire également voyager, mais c'est un conseil parce que c'est une industrie qui prend un peu toutes les cultures, c'est une industrie qui s'inspire d'un peu de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on fait tout via ordinateur. C'est un peu compliqué de voyager pour certaines personnes. Mais ça, c'est un conseil de vie que je donne et que je donnerai tout le temps. C'est voyager, 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 mais pas que voyager, aller en vacances 2 semaines, mais voyager, passer 6 mois, passer 1 an dans les pays qui vous inspirent, avec les cultures qui vous inspirent. Et en plus, voilà, c'est non seulement par rapport aux langues, enfin voilà, on en discutait avec Alexandrie la dernière fois, enfin, le premier vecteur de culture, c'est la langue. Donc, dans tous les cas, aller apprendre une langue, c'est quelque chose de très important, mais au travers de la langue, vous allez avoir développé non seulement un champ lexical, mais un intérêt pour, 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 pour des thèmes, des sujets qui justement vous intéressent. Après, moi, c'est la mode, mais pour des gens, ça peut être la cuisine, pour des gens, ça peut être autre chose. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu mes conseils. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Ibra. De rien. Pour revenir simplement, et ce sera mon dernier point, car l'heure tourne, pour revenir simplement sur un commentaire que tu as fait, je trouve ça très, très important, effectivement, de s'évaluer et d'être honnête avec soi-même en ce qui concerne son talent, ses forces, ses faiblesses, ses limites. C'est un thème qui est beaucoup revenu, pas seulement dans cet entretien aujourd'hui, mais dans des conversations passées qu'on a eues ici dans nos Lingo Talks précédents. Il faut savoir qui on est, en fait. Il faut se connaître pour progresser. Donc, tu as dit que c'était bizarre. Moi, je trouve ça absolument normal. C'est parfois inconfortable, mais il faut faire cet exercice, absolument. Nous avons 15 minutes à peu près et j'aimerais qu'on dédie le temps qui nous reste aux questions qui nous ont été posées par les participants. Ibra, merci beaucoup, beaucoup pour cette conversation, pour les réponses que tu nous as faites, qui ont effectivement parfois été longues, parfois complexes, mais super intéressantes. Donc, merci du fond du cœur. Et je vais repasser la parole à Lilian, qui à toi. va modérer les questions du public. Et merci beaucoup, Ibrahim, pour cet entretien. Donc, on va essayer de consacrer ces dernières minutes pour la partie questions-réponses. Donc, voici, Alexandrine, elle est en train de montrer les différentes questions qui ont été posées. Je pense qu'on peut peut-être commencer par la première. Bon, je vais vous traduire, je vais traduire en français, pour que ce soit plus facile. Comment vous pouvez expliquer que dans les médias, aujourd'hui, on n'ouvre pas encore assez d'espace pour les minorités? Comment on peut l'expliquer? Parce que tout simplement, les gens qui travaillent dans ces entreprises, donc les entreprises médias, se sentent pas forcément, en fait, il n'y a déjà pas de personnes issues de minorités sous-représentées qui travaillent à l'intérieur de ces médias-là, même dans les bureaux. Donc, il faudrait déjà qu'il y en ait pour qu'elles puissent traiter de thèmes qui leur ressemblent en toute honnêteté. Donc, c'est aussi ça. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est par étapes la représentation dans les médias. C'est par étapes non seulement géographiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis par rapport au contexte, par rapport à la liberté, certaines libertés qu'il y a là-bas. C'est peut-être ça aussi. Il y a des endroits où on a la liberté d'avoir des médias, par exemple, moi je parle de la communauté LGBT, des médias LGBT depuis 20 ans,
des gros médias qui existent, mais dans certains pays, c'est pas autorisé. Donc il y a plein de questions, selon le contexte géographique. Déjà, c'est pas la même chose. Mais je trouve qu'il y en a. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous, on n'a aucune personnalité. Je parle d'un exemple que moi, je peux voir. Pour l'instant, on n'a pas de personnalité aussi importante de ce que Pablo Vittar fait au Brésil. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, en France, OK, on a peut-être d'autres libertés. On n'a aucune personnalité publique de ce niveau-là. Donc, c'est déséquilibré selon un pays et selon l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse directe. Pourquoi il n'y en a pas vraiment. Je pense qu'on n'a juste pas été considéré, en fait, parce qu'on n'existe déjà pas dans les bureaux, en fait. Ouais. C'est pas que le média. Le média, c'est la face extérieure. Mais déjà, en fait, on pense quand on pense média, on pense qu'il y a ce qui présente. Mais il faut déjà aller voir qui le fait. Et souvent, on ne parle pas des coulisses. On ne parle jamais des coulisses, en fait, quand on parle des médias. Parce que c'est les médias qui parlent eux-mêmes. Ils ne parlent pas forcément d'eux-mêmes en coulisses. Ils savent que ce n'est pas forcément toujours rose. Mais en tout cas, je pense que c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qui fait les sujets, c'est de savoir qui fait les sujets et pourquoi ils les font. Est-ce qu'ils les font pour faire du buzz? Est-ce qu'ils les font parce qu'ils se pensent vraiment à la communauté? Est-ce qu'ils les font parce qu'en fait, il y a un chemin, il y a énormément de choses. Ils sont sous-représentés parce que pour faire des médias, c'est toujours la même chose. C'est l'accessibilité aux écoles, c'est l'accessibilité aux postes. Enfin, pour bosser dans des médias, voilà, c'est la même chose. Donc en fait, parfois ces communautés-là n'ont juste pas accès à ça. En fait, l'accès, c'est très important. Je pense que l'accessibilité, en tout cas, moi, ça définit peut-être mon parcours, comme on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai eu accès à certaines choses que beaucoup de gens qui ne me ressemblaient pas n'avaient pas accès. Ce n'était pas une question de monétaire. En tout cas, j'ai eu accès à des endroits, j'ai eu accès à des choses qui m'ont permis de faire mon parcours. Et quand on n'a pas accès, on ne peut rien faire. En effet, vous avez raison. J'aimerais ajouter à ça, et ça m'est venu à l'esprit, est-ce que vous voyez un changement et est-ce que ce changement est-il lent ou pas? Et y a-t-il des choses qu'on pourrait faire pour que ça aille peut-être plus vite? Alors moi, je suis très bizarre par rapport à ça. Pour beaucoup de gens, on pense que ça va lentement. Alors, parce que peut-être que les gens ils pensent au spectre juste de leur vie et qu'en fait ils se disent bon, à 80 ans je vais mourir. Donc, voilà. Mais en réalité, je pense que quand on regarde l'histoire de l'humanité, en fait ça va plutôt vite en ce moment. Ça va plutôt vite, ça va même très vite. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux avec leur bonne et leur mauvaise utilisation. Mais bon, les réseaux sociaux, ça a quand même aidé beaucoup de gens à être acceptés, non seulement au niveau de leur physique, ça a permis aux gens d'écrire leur propre narration. Donc voilà, avant, c'était les médias qui écrivaient la narration globale. Aujourd'hui, on peut être une personne et écrire sa propre narration avec 1 million de followers ou je donne un exemple, en étant une famille comme les Kardashians avec 400 millions de personnes qui vous suivent. Voilà. Donc, c'est drôle ce que tu dis, Ibra, parce que là, on a dans le public Béatrice Diniz. Bia, elle dirige une ONG. C'est une ancienne exécutive de multinationale et elle s'est rendue compte qu'en fait, beaucoup de femmes se mettaient en retrait. Donc, femmes, peu de moyens, souvent femmes seules, etc., se mettaient en retrait et n'arrivaient même plus à se raconter. Donc, en fait, le travail fait par l'ONG, c'est de faire en sorte que les femmes racontent leur histoire en montrant toute la beauté, toute la richesse et retrouvent l'auto-estime, la confiance, juste en se racontant. Mais il y a besoin de quelqu'un pour accompagner, parce que c'est pas facile quand on n'a pas les outils.
ou la méthode, ou même qu'on est au fond du tunnel et qu'on ne voit même plus de lumière à faire ressortir. Ouais, c'est les outils, c'est la méthode, et puis c'est des choses qui sont très profondément ancrées euh, dans nos personnes, dans nos identités. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont inconscientes et qui sont conditionnées. Voilà, quand on est une femme, euh, et ben même déjà, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais déjà depuis tout petit, on nous explique que papa, maman, et que et ben que logiquement, même si on dit aux petites filles, bah, vous allez aller au travail, on vous dit quand même, ben, papa, maman, enfin papa et maman, ben, elle va avoir des enfants et elle sera beaucoup à la maison. C'est bizarre ce que je dis, mais naturellement, en fait, ben, à la maison, ils se rendent compte que ben, en fait, c'est plus maman, même si elle travaille, qui fait toutes les tâches ménagères, ou même si elle ne se pose pas de questions, les gens sont quand même conditionnés. C'est-à-dire que quand ils grandissent, ben, il y a quand même une position dans notre société. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Moi, je prends l'exemple homme-femme, mais voilà, on peut prendre des exemples sur quand on est une personne noire, quand on est une personne arabe, en tout cas moi, dans mon contexte français, de conditionnements qui se font, et on doit déconstruire cela pour chacun est différent, donc chacun doit déconstruire ce qu'il a à déconstruire, mais ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est ancré dans nos cultures. C'est pas quelque chose c'est pas juste sur une vie, c'est quelque chose qui est ancré depuis parfois des centaines d'années et des millénaires. Il y a une bonne transition là, Lilian, parce qu'il y a deux questions qui sont les mêmes sur Oui, le mês do sur le orgulho. oui, exactement. Du coup, oui, bon, le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Quelle importance, selon vous, pour la cause LGBTQIA+, et quelles sont les alternatives comment vous pourrez, qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi, je pense ça le fait une réflexion. Moi, des LGBT, quelle importance pour moi de l'orgullo, quelle importance pour la cause LGBT? Ben, en fait, il faut quand je pense au mois des LGBT, il y a deux notions à avoir. Je pense que c'est important d'avoir un moment dans l'année où on puisse s'exprimer, où on puisse avoir justement de l'espace et faire un focus sur peut-être une cause. Euh, et j'en vois de plus en plus. Après, moi, j'aime bien, mon domaine, c'est la mode et c'est les marques. Et moi, j'aime bien me dire qu'on peut utiliser une plateforme de marque qui a une énorme plateforme pour pouvoir faire passer un message. Parce une marque, c'est également un média aujourd'hui. Donc, parfois, le média d'une marque est plus important qu'un média traditionnel. Donc, culturellement, on peut faire passer des messages. Et aujourd'hui, il y a pas mal de... Les Américains ne font plus, je vois que les Français le font moins. Il y a beaucoup moins de publicité, d'activation avec des personnes LGBT en France. On est en 2020, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ils ne prennent pas le risque, ils ne mettent pas en avant de personnes LGBT, ou ils reprennent tout simplement ce qui a été fait aux États-Unis. Donc il y a beaucoup cette chose-là. Donc on voit beaucoup un highlight des personnalités américaines, enfin nord-américaines, mais il n'y a pas beaucoup de highlights de personnes plus locales qui font également beaucoup de choses. Donc, je pense que ça va venir. C'est toujours par étapes. Je pense que c'est important. Après, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on est un peu LGBT 365 jours par an, quoi. Donc, c'est bien qu'il y ait un mois, mais c'est bien que les acteurs en face de nous considèrent pour les 11 autres mois de l'année. Voilà ce que je pense. Non, mais je vous rejoins sur ce point-là. Oui, c'est vrai. On a un message d'une invitée qui vous est adressé. Je me permets de le lire, Alexandrine, je peux? Ou peut-être que Oui, bien Valérie... sûr, bien sûr.
Alors, Valérie, vous félicite pour toutes les batailles que vous avez vécues. Elle a vécu 9 ans en France et pour elle, enfin, alors quoi, j'arrive pas trop à lire. Donc, le parcours hein, dans l'autre sens, tu es étranger, tu arrives dans un pays comme la Oui, c'est ça. France. C'est pas facile. D'immigration, d'intégration. Et dans ce sens-là, c'est aussi un enjeu. C'est France, terre d'immigration, mais quand tu arrives, tu es aussi différent. Et si tu ne te connais pas toi-même pour te faire une place, c'est pas évident. C'est pas évident. Et un pays comme la France, et je pense au pays ça me fait bizarre parce que bizarrement, j'ai pas forcément envie de toujours parler, toujours envie de parler de ça, mais de racisme, etc. Mais en fait, ça reste quand même des questions importantes dans tout ce qu'on fait. Et, et la France est un pays qui ne considère pas les gens de la même façon, comme tous les pays en réalité. Mais quand on est immigré, on n'est pas considéré de la même chose si on est suédois blanc que si on est nigérian. Donc un pays comme la France ne vous accueille pas de la même façon. Et quand on parle d'immigration, les Français, ils oublient que quand ils sont expats, ils sont immigrés aussi, en fait. Donc ils ont un peu du mal à oublier cela. Enfin, ils ont un peu du mal à se rappeler de cela, et qu'ils le sont aussi, et ils considèrent... c'est une terre d'accueil, et oui, c'est une terre d'accueil, mais c'est à la fois une terre... c'est un pays qui a été dans plein d'autres pays et qui a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est un peu triste parfois qu'ils se disent pas, c'est un peu normal que beaucoup de gens se disent, on va aller vivre en France, on va découvrir l'idéal français, parce que je pense qu'il y a un idéal français, en tout cas, il a été construit à travers les siècles, à travers la culture, à travers pas mal de choses, et qui est beau dans les grandes lignes, hein, qui est très beau. Et c'est juste qu'il doit être applicable pour tout le monde. Alors là, tu nous parles d'idéal français, justement. Toi, quand tu choisis tes artistes, les personnes que tu accompagnes, c'est quoi l'idéal? Prenons le cas de Iseux ou d'autres musiciens. Qu'est-ce qui fait tilt, qui fait que tu te dis, ah, ça, j'ai envie de l'accompagner? Alors, moi, c'est drôle, j'en parlais encore avec Kid Ismail, avec qui je travaille, chez qui je suis d'ailleurs. Il y avait une question. Moi, j'avais envie de l'accompagner parce que je pense que ça peut faire du bien à mon pays, en fait. Je pense qu'en fait, les accompagner ces artistes-là par rapport au message qu'ils ont, en fait, ça fait du bien à la France. Ça fait vraiment du bien à la France. La France, elle a besoin de se remettre en question. Elle ne se remet pas beaucoup en question, et c'est sa population qui la remet en question. Aujourd'hui, nous, on est dans une génération où on est des enfants d'immigrés, et du fait de raconter nos histoires, on remet en question justement l'idéal français et, et la culture. Donc moi, ce qui me donne envie de les accompagner, c'est évidemment le côté artistique, mais c'est surtout le côté, et c'est aussi ce qu'ils ont à dire, c'est que les deux, on se retrouve sur les mêmes niveaux, c'est qu'ils sont à la fois extrêmement talentueux dans leur art, mais également leur art dit beaucoup de choses de leurs conditions. Et je pense que moi, c'est quelque chose que je partage, même dans ma façon de voir les choses par rapport à mes identités. Et ils ont un discours là-dessus. Et je pense qu'ils font beaucoup de bien, j'espère, en tout cas à mon pays. Donc ça, c'est Kid Ismail. Oui. Une petite question, Lilian, pour terminer. J'aimais bien la dernière question qui a été posée. Dernière question. Et là, c'est Iseux. Donc intéressant, hein, parce qu'on est quand même loin du comment on appelle ça, padrão, de l'idéal français tel qu'on l'imagine à l'étranger venant du Brésil.
Iseult, en fait, le problème, c'est que, par exemple, enfin, c'est pas le problème, mais quand on parle français, et quand on parle souvent français, on parle d'une femme, en fait, l'idéal dans l'inconscient collectif, c'est la parisienne. Donc, la parisienne, elle a des codes. Et la parisienne, déjà, la parisienne, elle n'est pas française, mais elle a pris tellement de place que la parisienne est devenue française. Voilà. Et la parisienne, en fait, si on la décrit, on demandera à n'importe quel étranger, la parisienne, elle est brune blonde, elle est grande, elle est svelte, elle est nonchalante, voilà, il y a des codes précis, des codes un peu précis. Et en fait, oui, tu peux être parisienne et, et noire et grosse et lesbienne, voilà. En général, elle est hétéro, enfin, dans l'inconscient collectif, il y a quand même quelques codes qui font qu'on pense à ça, qu'on pense pas. Là, je pense l'exemple de féminin en tout cas, la parisienne, la française, on pense à ces codes-là. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas là où sont les codes qui sont les plus ancrés, communiqués à l'étranger, etc. Et tu joues à l'intérieur du cadre. C'est ça que je trouvais intéressant. Tu te mets dans le cadre, tu en comprends le fonctionnement et tu le changes de l'intérieur. Oui, et puis je pense qu'il y a un truc très fort quand on joue avec, les images ou en tout cas la culture. C'est-à-dire qu'on a tous grandi avec des symboles. En fait, on a tous grandi avec des symboles. Et en fait, si on veut faire comprendre des choses aux gens, il faut comprendre c'est quoi les symboles qui les ont éduqués et essayer de faire passer le message à travers ces symboles-là. Donc, essayer de les changer, essayer d'en créer de nouveaux. Mais les symboles, c'est très important. On a tous, voilà, on a tous joué, nous, en tout cas en tant que Français, symbole important, liberté, égalité, fraternité. On peut très bien jouer et modifier la culture avec, ces trois mots-là. Par exemple, on a joué, enfin, beaucoup de gens les ont utilisés dans des pubs ou des choses comme ça. Donc, et là, le message y passe parce qu'on reprend quelque chose qu'ils ont déjà en tête et on l'utilise différemment. Subversif en fait. sous tes airs de gentil garçon, c'est la subversion totale. Ah mais moi je suis un punk, hein, je ne dirais pas. Hein. Vous savez, j'ai pas besoin de piercing partout et de tatou partout pour être punk. Il faut être punk dans la tête. Ah, c'est drôle. Une dernière question, Lilian. Oui, en effet, une dernière question qu'on aimerait vous poser. Quel est votre plus grand rêve? Et on aimerait terminer sur ça, sur cette question-là. Dure question, hein. Bon, on a 1 heure. Quel est mon plus grand rêve? Je sais pas, il y a du rêve personnel, il y a du rêve un peu plus global. On va prendre, vu qu'on parle professionnellement, ou vu qu'on parle, enfin tout est un peu lié, mais mon plus grand rêve, si on doit voilà, je sais pas, je vais dire ça comme ça, c'est un peu bateau, mais je trouve que c'est vraiment, c'est là où j'œuvre, je pense, en ce moment, c'est que dans quelques années, on puisse vraiment mettre en avant un maximum d'histoires qui valent la peine d'être racontées. Je pense que, et ça, c'est un peu ce qu'on voit pas aujourd'hui. Je pense il y a énormément d'histoires inspirantes et on raconte toujours les mêmes, des mêmes personnages, que ce soit historiques, fictifs, enfin, ou réels. Et voilà, on fait toujours des films sur les mêmes personnes. On fait toujours, enfin, voilà, avec un angle différent peut-être. Mais et c'est ce qui est un peu dommage. Et je pense qu'il y a énormément d'histoires qui sont tues. Mais déjà, pour ça, en fait, et ça, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut que les personnes dont les histoires ne sont pas racontées racontent elles-mêmes les leurs et trouvent le moyen de les raconter.
et ne pas attendre qu'on les raconte pour elles ou qu'on vienne les chercher pour écrire dessus. Donc, c'est un peu particulier. En gros, c'est bizarre, hein, mais il faut prendre sa vie en main, il faut prendre sa narration en main. Voilà, c'est ce que je vois moi aujourd'hui, c'est ce que nous on fait. C'est qu'en fait, on n'attend pas des autres quelque chose, on le fait. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, c'était pour dire, c'était pour ça. Parce que oui, c'est ça, c'est une question de représentation, c'est une question voilà, c'est une question d'avoir un maximum d'histoires racontées, que ce soit sur les écrans, que ce soit, voilà, c'est ce qui nous inspire. C'est ce qui nous inspire tous. C'est ce qui nous inspire tous. Oui. Soit dans les livres, ce soit dans les médias. Je prends toujours plein d'exemples, mais et je terminerai là-dessus. et comme ça, voilà. Parce que je prends toujours l'exemple homme-femme, comment c'est structuré dans notre monde. Les questions de genre, les questions de racisme, quelque chose de très important. Mais je ne sais pas, posez-vous la question à l'école, et toi, Éloi, qui a 10 000 livres derrière toi, combien sont écrits par des hommes, combien sont écrits par des femmes? Donc, nous, à l'école, si on doit se poser la question, est-ce que tous les livres qu'on a lus au programme scolaire, ils sont écrits par des hommes, par des femmes? Donc, naturellement, on pense une pensée, pas dictée, mais en tout cas écrite par des hommes. Si on a lu, et dans plein de programmes scolaires, c'est la même chose. Et il y a beaucoup d'autrices, d'auteurs avec un ES qui sont pas mises en avant. Mais là, je parle juste des livres en termes de pensée, mais c'est la même chose dans les musées, c'est la même chose. Voilà, donc je pense que c'est juste diversifier l'histoire, en fait. Ouais, diversifier, je dirais plus montrer la réalité, tout simplement. Oui. Ouais, tout simplement. Et ouais, ouais. Je suis bouche bée. Non, mais Voilà. vous êtes vous êtes super inspirant. En tout cas, moi, de mon point de vue, moi, je pense qu'on est tout le monde d'accord, en tout cas dans cette salle. Et on a besoin d'entendre des personnes comme vous pour faire avancer les choses, qui avancent déjà très rapidement, mais voilà. Voilà. Très gentil. Merci de votre invitation, en tout cas. Et c'est très gentil de votre part. J'espère que ça aura répondu à votre demande. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup, Ibra. Éloi, tu es le roi de la synthèse. Est-ce que tu peux nous, en 3 phrases, nous donner les principaux apports de cet échange, qui sont nombreux? Est-ce que tu arrives à les résumer? Oh là là, c'est impossible, ça. En 3 phrases, je sais pas, moi, je pense que il faut donner plus de voix à plus de personnes différentes. Je pense qu'il faut qu'on déconstruise le milieu dans lequel on est immergé. Et en fait, ça fait que 2 phrases, mais je vais pas me lancer dans une troisième parce que je sais pas vraiment comment finir. Non, et se connecter peut-être, se connecter avec d'autres cultures, avec d'autres langues, avec d'autres réalités, Oui. se connecter en permanence, s'enrichir en fait de l'histoire des autres aussi. Et permettre aux autres de se raconter, Ibrahim, aussi. Je pense, oui. Je pense qu'il faut. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que les gens. C'est ce qu'on disait, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut raconter sa propre histoire et elle peut toucher beaucoup de gens. Et aujourd'hui, au final, quand vous regardez, les médias traditionnels, ils font quoi? Ils calquent les codes de ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour leurs propres médias. C'est des codes qu'ils ont tout le temps ignorés, qu'ils ont toujours ignorés. Donc aujourd'hui, ils prennent ces codes-là parce qu'ils se rendent compte que c'est impactant et que ça parle à leur public. Et ces codes-là, ils sont quand même très personnels. Et les gens, ils peuvent raconter chacun peut raconter son histoire. Donc, chacun aujourd'hui peut avoir sa plateforme. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, peut-être qu'il y a encore pas mal de choses à faire.
Donc les réseaux sociaux, peut-être un facteur d'ouverture à plus de pluralité. C'est à prendre avec des pincettes, hein, évidemment. Hein. Ouais. Il y a toujours des bonnes choses et des mauvaises choses. Là, j'essaie juste de trouver les bonnes choses. Parce que moi, je viens du milieu de la... Enfin, voilà, dans mon milieu, en tout cas, il y a eu pas mal de... Je trouve que mon industrie s'est adaptée, a beaucoup ignoré pas mal de personnes. Et quand ces personnes-là ont eu un succès naturel sur ces plateformes qu'elles ont créées elles-mêmes, elles ont commencé à s'y intéresser. C'est ça, c'est le constat que je fais. Donc, je me dis, il y a une discussion là-dedans. Merci. Ce sera le mot de la fin, je pense. Bonne journée à toi. Un grand merci. Bonne journée à vous. Merci à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin. Preuve que c'était vraiment passionnant et très inspirant, comme dit Lilian. Merci Lilian, merci Éloi. Et à la semaine prochaine pour un talk en